Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à vous. Merci beaucoup de m'accompagner pendant les 2 prochaines heures. On a des dossiers d'actualité chaudes à vous présenter en première comme en deuxième heure où il sera question effectivement des écrans et du sort qu'on leur réserve dans nos écoles. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Mais d'abord, il y a ce grand dossier de la réforme de l'IVAC. Vous connaissez l'IVAC, c'est ce régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels au Québec. Un régime qui a été modifié, réformé en 2021, il y a donc 3 ans, par le gouvernement Legault, par le ministre Simon Jolin Barrette, et qui mettait pour la première fois dans l'histoire de ce régime une limite de 3 ans de prestation. Et pourquoi on vous en parle aujourd'hui, c'est que bientôt, cette nouvelle loi va s'appliquer. C'est-à-dire, à partir du mois d'octobre prochain, il y a des centaines, milliers de victimes au Québec qui n'auront plus droit à leur prestation d'IVAC parce qu'elles auront dépassé ce temps de 3 ans. Évidemment, il y a plein de questions qui se posent parce que, d'abord, pourquoi 3 ans? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 5? Et surtout, qu'est-ce qu'il advient des anciennes victimes, des victimes qui sont là depuis plusieurs années, qui sont indemnisées depuis plusieurs années parce qu'elles ont été victimes donc d'un acte criminel ou qu'elles sont victimes collatérales d'un acte criminel? Et qu'est-ce qui va arriver aussi avec les nouvelles victimes d'actes criminels? Et vous savez que les pages du Journal de Montréal en sont pleines tous les jours de victimes. C'est sûr que l'IVAC, c'est un régime qui est nécessaire. Fallait-il le réformer? On va en parler avec des invités que je vais vous présenter tout à l'heure, qui sont avocats justement en droit du travail ou auprès de victimes d'actes criminels. Mais avant, je voulais vous faire entendre le témoignage de Nadine Briand, qui a vu ses 2 enfants assassinés par leur père en 2012. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire. C'était terrible, comme chaque fois qu'un parent se fait enlever, assassiner ses enfants par un ex-conjoint. Nadine m'a écrit une longue lettre la semaine dernière pour me parler de ses inquiétudes par rapport à cette situation que je viens de vous expliquer. Nadine est bien sûr depuis plusieurs années, depuis plus de 12 ans, sur le régime de l'IVAC. Et elle est avec moi ce matin. Bonjour Nadine Briand. Bon matin. Vous m'avez écrit, Nadine, un long témoignage qui m'a beaucoup touchée, puis je trouvais qu'il fallait que tout le monde entende votre histoire ce matin à nouveau et que votre message au ministre Jolin Barrette se rende aussi au nom des victimes d'actes criminels. Expliquez-moi comment vous recevez aujourd'hui cette réforme de l'IVAC, parce qu'elle va vous toucher directement, Nadine. Oui, moi je dirais que, premièrement, moi je l'accueille avec une expression avec une plaque d'en face, car j'ai lu aussi l'article dans le Journal de Québec ce matin. L'IVAC dit qu'on peut indemniser si on a des problèmes au niveau physique et un autre, je me souviens plus. Mais nous, on est brisé intérieurement, on est brisé psychologiquement, psychiatriquement. On a de la misère à se lever le matin, de rester debout. Souvent, on prend une tonne de médicaments, malheureusement, qui est relié à tout ça pour ne pas virer fou en tant que tel. Parce qu'on a des incapacités. Et ces incapacités-là, l'IVAC refuse depuis toujours de nous indemniser. Vous recevez combien de l'IVAC, Nadine? Moi, j'ai 90% du salaire minimum. Depuis 2012. 2012, oui, parce que vous étiez une travailleuse autonome au moment de la tragédie. Donc, 90% du salaire minimum, ça fait pas beaucoup, là. Ça paye même pas mon logement, quasiment. Ça paye pas votre logement? Mais non, c'est à 1450 mon logement à Québec. Mm. Donc, moi, là-dessus, faut que je paye la nourriture. J'ai aussi un fils, même si mon fils est majeur, d'un autre papa, faut quand même qu'il soit nourri comme moi, oui. Qu'il soit habillé, qu'il ait au moins le minimum, comme un toit sur la tête. Vous m'avez... donc, c'est ça. Puis, je voudrais ajouter aussi que l'IVAC, moi, j'ai fait un AVC en octobre 2012, et l'AVC n'a jamais été reconnu par l'IVAC. Comme étant de cause à effet, là. Ouais.
Exactement. Ouais. Exactement. Rappelons, Nadine, vous m'avez écrit une longue lettre très touchante où vous me rappeliez là-dedans comment vous aviez appris ce qui s'était passé, l'horrible drame. Vous l'avez appris d'une façon tellement inhumaine. Vous regardiez la télé et vous appreniez en direct à la télévision c'était Claude Poirier, je pense, à l'époque, qui faisait... Oui, c'est Claude Poirier avec son cœur de métal qui m'a annoncé que mes enfants étaient morts. Moi, j'ai téléphoné à Trois-Rivières parce que on m'a détourné vers Trois-Rivières, Sûreté du Québec. On m'a dit qu'on ne pouvait pas confirmer. Puis quelques minutes après, M. Poirier est revenu en ondes pour dire que la maman demeure dans le coin de Québec. Donc, moi, que je l'ai su, j'ai tout vu à la télévision. C'est comme ça que je l'ai appris que mes enfants étaient morts. Et ce qui s'est passé, c'est que leur père avait amené donc vos 2 enfants dans le garage. Dans son garage en arrière, juste à la maison, avec 4 ou 5 bonbonnes de propane avec un barbecue ouvert. Il avait obstrué tous la porte de garage, la porte pour entrer. C'était prémédité, là. C'était pas un accident. Non, c'était vraiment prémédité, là. Parce que moi, le lendemain, là, on parle du 9. Il les a tués dans la nuit du 9 au 10 à juillet. 2h55 selon le rapport du coroner. Et moi, j'allais en cours le 10 juillet pour avoir mes enfants. Et entre ça, M. Marcoux, j'ai une longue liste de textos comme quoi qui m'haïssait. Jocelyn Marcoux, c'est votre ex là, qui a tué vos enfants. Oui, c'est ça. Mon ex-conjoint, oui, c'est ça. C'est mon ex, en fin de compte. Évidemment, Nadine Brillant, là, vous dites, vous aviez votre fille, 13 ans, votre garçon, pardon, 13 ans. Mon garçon avait 13 ans, ma fille avec 11 ans, hein, c'est ça, ouais. Et vous dites 12 ans plus tard, c'est toujours aussi douloureux et vous pourriez pas retourner sur le marché du travail parce que ce qu'on comprend de cette réforme de l'IVAC, c'est qu'on souhaite qu'au bout de 3 ans, quand il y a fin des indemnisations, on veut que les gens retournent travailler. Est-ce que vous seriez capable de retourner travailler, vous, Nadine? Non, parce que le deuil en tant que tel n'est pas linéaire. Notre deuil à nous autres n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on a toujours des up and down. On se fatigue terriblement plus vite que quelqu'un d'autre. Après ça, moi, j'ai pas de concentration ou très peu de concentration. Je cherche mes mots. J'ai des blackouts, si vous aimez mieux. Je me distance le plus possible de mes émotions, de l'acte en tant que tel, parce que ça fait trop mal. Puis je sais que peut-être probablement que je serais virée folle aussi. Puis c'est ça. Puis en plus, comment je pourrais dire, je suis hyper vigilante. J'imagine. Vous avez peur. Je suis hyper vigilante, puis j'aime pas avoir trop de monde autour de moi non plus. Ouais. Évidemment, vous m'avez écrit dans votre lettre, vous disiez une victime qui n'a rien à perdre peut se suicider, faire faillite, vivre dans la rue, se ramasser à l'hôpital psychiatrique ou carrément péter une coche. J'ai parlé à plein de monde. C'est ça, oui. Moi, c'est ça que je crois qu'il va arriver, puis que Jolin Barrette n'a vraiment pas pensé aux victimes. Nous, en tant que victimes, on s'est fait tuer nos enfants. C'est pas une maladie, c'est pas un accident d'auto. Ils ont tué nos enfants. Donc, moi, à partir du 14, moi, ce que je pense, c'est que plusieurs personnes, comme moi, pensent, il y en a qui pensent qu'ils vont se suicider parce qu'eux aussi ont des familles. Comment vous voulez que ces familles-là vivent sans une rémunération de l'IVAC? Je sais qu'il y en a aussi qui vont se suicider, c'est sûr. On espère qu'elles vont avoir du soutien psychologique, ces victimes-là. Est-ce que il y en a qui ont reçu une lettre l'hiver dernier, en février, mars? Avez-vous reçu une lettre de l'IVAC qui vous annonçait que... Oui, c'est ça, Nadine? Justement, la semaine dernière, encore. Vous avez reçu une autre lettre de l'IVAC qui dit quoi, Nadine? Qui dit que mon dossier, à partir du 14 octobre, mon dossier est fermé.
Ah, donc c'est sûr, vous n'aurez plus rien à partir du Non, 14? ben, moi, c'est parce que là, je tombe bientôt comme une victime permanente. On va me reconnaître comme victime permanente. Je vais avoir un montant forfaitaire. Sauf que je ne peux pas travailler, je ne peux plus travailler en tant que tel, pour des raisons que je viens de nommer tantôt. Donc, moi, je voulais avoir au moins un autre 2-3 ans au moins. Et sinon, c'est pour l'aide me remettre sur sociale? pied. C'est l'aide sociale pour vous? C'est quoi? Non, moi, ça devrait être l'aide sociale. Sauf que, dans mon cas à moi, j'en veux pas d'aide sociale. Ça veut dire que je devrais perdre mon auto. Ça veut dire que je devrais perdre les économies que j'ai faites au fil des années. Donc, c'est ça. Je voudrais vraiment que je vive dans la rue pour avoir de l'aide sociale en tant que telle. Quasiment, là. Dans cette... Puis j'ai quand même, c'est un énorme stress. Moi, je dors plus, là. Ça j'imagine. fait une semaine et demie, je dors plus du tout. J'ai maigri comme ça se peut pas. Dites-moi, Nadine, avez-vous téléphoné à l'IVAC ou essayé de clarifier ça puis de leur dire, écoutez, moi, je suis pas fonctionnelle. Il est hors de question que je retourne travailler. Parce que dans la nouvelle loi, puis on va en parler avec mes invités juristes, la nouvelle loi, quand même, prévoit certaines choses pour les personnes qui seraient quand même inaptes. Il faut qu'elles le prouvent à nouveau, mais il y a quand même peut-être moyen après de... 12 ans, dans mon cas, moi, je voulais juste ajouter que mon ex-conjoint a tué mes enfants après 12 ans de séparation. Ouais. Ça faisait 12 ans qu'on était séparés. Et je crois aussi qu'après 12 ans, tu ne guéris pas du jour au lendemain, loin de là. Oui, il y a plusieurs couches, là. C'est un deuil qui est ta vie. C'est un deuil qui est ta vie. Ouais. C'est un deuil où qu'on a des up and down. Exemple, Noël, les fêtes des enfants, c'est incroyable. Après ça, on a la journée du décès des enfants qui est le 10 juillet, la journée de l'enterrement, mais tout est rattaché à ça. C'est ça. Donc, moi, je me vois vraiment pas. Là. Puis, en plus, un travail physique, là, on oublie ça. Là. Je suis pas capable de prendre tout. Psychologiquement parlant, même Marie-Hélène pourrait dire que je cherche pas mal mes mots quand on se parle au téléphone. Donc, c'est pas mal ça. Ouais. Puis là-dedans, je pense que Jolin Barrette veut juste peut-être économiser des sous. Ouais. Parce que s'il pense qu'en 3 ans, on est capable de guérir, moi, je m'appelle... On peut pas guérir en 3 ans. Les 3 ans, on réalise quasiment pas encore qu'on a perdu nos enfants. Puis en psychologie, moi, j'attends encore en psychologie parce que l'IVAC donne un certain montant à un psychologue et l'excédent, tu dois le payer de tes poches. Donc, vous, en ce moment, vous avez plus d'aide psychologique depuis un moment, là? À part de mon médecin, de famille, j'en ai plus. Ouais. Parce que, justement, moi, j'ai communiqué avec plusieurs, puis je devrais payer 50 $ par semaine de plus, en plus de l'IVAC pour avoir un psychologue. Mais 50 $, j'ai un montant de le mettre sur la nourriture, sur l'épicerie que de mettre ça, c'est sûr. Quand on fait 90% du salaire minimum, c'est sûr. Nadine Briand, merci infiniment d'abord d'avoir pris la peine de m'écrire et merci d'avoir témoigné publiquement aujourd'hui, Nadine. Oui, c'est parce que je vous fais vraiment confiance. Merci. Vraiment, vraiment confiance. Vous êtes dans mon cœur. Et j'espère que les choses vont changer. Mais je vous le souhaite au vraiment. Plus vite. Nadine, on garde contact. Merci beaucoup, beaucoup. Ouf, c'est quelque chose à avouer quand vous entendez le témoignage de Nadine Briand, là. 12 ans, ça fait toujours aussi mal qu'elle dit et on comprend, c'est un deuil à vie. Je vous présente mon invitée qui est avocate en droit du travail, Maître Sophie Mongeau. Bonjour, Maître Mongeau. J'aimerais votre réaction à la suite du témoignage de Nadine Briand, puis on a déjà pas mal de questions de la part de nos auditeurs qui rentrent. J'en profite pour vous dire que vous pouvez, bien sûr, me joindre et vous faites isabelle@cube.ca.
Maître Mongeau, c'est terrible comme témoignage, puis en même temps, on imagine c'est un deuil c'est une blessure qui va être béante à jamais. Là. Ben, l'histoire de Nadine, malheureusement, c'est pas un cas isolé. C'est pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui, parce que c'est pas une victime, c'est des milliers de victimes qui vont se retrouver là, démunies à partir du mois d'octobre. Vous savez, c'est sûr que là, actuellement, on va vous dire qu'il y a une extension des indemnités pour 3 ans, mais je pourrais vous expliquer l'astuce là, si vous voulez le comprendre. Oui. Ce qui se passe, c'est que tu as 2 catégories de victimes. Tu as les victimes qui sont des victimes depuis de nombreuses années, là, comme par exemple comme Nadine depuis 2012, qui, au moment de la mise en vigueur de la loi en 2021, avait des indemnités pour une période indéterminée. Donc, ceux qui étaient sous l'ancienne loi ont été parachutés sur la nouvelle loi et ont reçu des indemnités, des prestations jusqu'en octobre 2024. Donc, 3 ans depuis l'entrée en vigueur. Et là, on applique un nouveau, 2 nouveaux petits programmes là, qu'on comprend difficilement qui extensionnent les indemnités pour un autre 3 ans. Donc, Nadine, est-ce qu'elle pourrait avoir ses indemnités prolongées? Non, parce que elle, comme qu'elle vient de dire, est reconnue comme victime permanente. Ouais. Donc là, on lui donne un montant forfaitaire pour indemnité pour perte de qualité de vie. On lui donne ce montant-là et c'est terminé. Parce qu'à partir du moment où ce que tu as un montant pour séquelles, on arrête de te payer des prestations. Comme si tu étais guéri tout d'un coup et en te donnant un montant forfaitaire, c'est comme on te paye ça, merci, bonjour, puis bonne chance avec ça. Le problème, c'est que justement, quand tu reçois un montant forfaitaire et tu n'as pas d'autre ressource que d'aller sur l'aide sociale, le montant forfaitaire, il est calculé comme qui peut être un revenu. Heureusement, il y a eu des modifications sur la loi sur l'aide sociale. Qui est imposable. Pas qui est imposable, mais ils vont dire, t'as pas besoin d'aide sociale, t'as 50 000 dans ton compte, 30 000, 40 000 ou quoi que ce soit, là, l'indemnité forfaitaire que tu as reçue de l'IVAC. Heureusement, puis j'en profite pour le dire, si c'est votre cas, si vous ouvrez un autre compte de banque rapidement, donc si vous recevez l'indemnité forfaitaire de l'IVAC et vous le mettez dans un autre compte, vous pouvez peut-être encore avoir droit à l'aide sociale. Il y a une décision du tribunal administratif du Québec là, qui vient d'être sortie là, en juillet sur ce point-là. C'est très, très important, mais il faut absolument qu'ils ouvrent un autre compte de banque puis le déposer là. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils vont avoir droit à l'aide sociale. Mais pour les autres victimes, là, comme vous, là, vous êtes au métro, vous attendez, vous avez votre sacoche sur votre bras, quelqu'un l'arrache, et là, vous avez des gros problèmes de bras, coûte que coûte, vous allez recevoir 3 ans maximum, 157 semaines. Rien d'autre. En même temps, c'est pas le même incident non plus. Peut-être qu'au bout de 3 ans, je serai remise. Même si je peux peut-être aussi avoir un choc post-traumatique. Ben oui. Et ça, tous les humains sont différents. Hein? On est tous uniques. Il y a des gens qui ont peut-être une plus grande facilité à passer au travers de certaines choses. Il y en a d'autres. Et quand on pense à la perte d'un enfant, donc, le cas de Nadine, puis tout à l'heure, on va parler à Marie-Hélène, qui est maman, qui était la mère d'Émilie, 18 mois, qui a été assassinée par son père avec un fusil. Imaginez, c'est épouvantable. Ça, pour moi, c'est clair dans ces cas-là. Ça me paraît tellement clair qu'on s'en remet jamais. Ben non, puis comme on disait, la santé, c'est en dents de scie, là. Et la santé financière, là, Mme Maréchal, là, c'est aussi important que la santé psychologique ou la santé physique. Quand vous n'êtes pas capable de payer votre loyer là, la nuit, là, vous dormez pas, vous pouvez pas récupérer. Et souvent, ces victimes-là, on parle de mères là, qui se sont, malheureusement, leurs enfants ont été tués, mais on parle aussi là, de violences conjugales ou d'abus sexuels. Oui. Moi, je rencontre des femmes, là, parce que 78% là, des victimes, on va se le dire, là, selon le rapport là, de l'IVAC, sont des femmes, 78,4. Donc, ces femmes-là ont été des esclaves sexuels dans le sous-sol de leur maison par des membres de famille. C'est pas des légendes urbaines, là. C'est vrai que ça existe. Fait qu'eux, quand ils arrivent finalement à faire des réclamations à l'IVAC, ils sont payés sur le salaire minimum parce qu'ils n'ont jamais été capables de travailler. Leur santé est en dents de scie, ils sortent pas. Donc, tu sais, pour ces victimes-là, donc l'objectif de la loi, c'était d'aider ces victimes-là. Là, tout d'un coup, ils sont comme abandonnés ou on met une date de péremption, d'expiration sur leur deuil. On peut pas faire ça. Mais j'ai de la difficulté parce que je pense que le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, est plutôt un bon ministre qui semble avoir de l'empathie puis qui semble vouloir faire du bien plutôt que l'inverse. Je suis étonnée qu'il n'ait pas vu ça parce que quand même, dans cette réforme de l'IVAC, il y avait ce désir d'indemniser un plus grand nombre de victimes. Mais souvent, dans les modifications de loi comme ça, malheureusement, on ne va pas aller prendre le pouls de personnes comme moi.
sur le terrain. C'est de valeur, oui, quand c'est de même. valeur, ou de Maître Bellemare, qui est une À qui personne, on va parler, qui est une là, personne non grata, là, parce que justement, des fois, peut-être qu'il parle un petit peu trop de son opinion, qu'il la partage. À ce moment-là, on fait affaire avec des gens qui sont malheureusement dans leur tour d'ivoire, qui savent pas c'est quoi le vrai contact. Et je vais rajouter une petite couche là-dessus. Ce qui me dérange encore plus, c'est que là, on se pète les bretelles en disant on investit 40 millions dans des programmes, etc. Mais quand je regarde les programmes là, de tout pour aider ces victimes-là, je le répète à qui veut bien l'entendre, je pense qu'ils ont bien plus besoin de manger que de pleurer sur l'épaule de quelqu'un. Justement, comme Nadine vient de le dire, elle dit moi, je préfère manger, payer mon loyer que finalement d'avoir accès à un psychologue que j'ai pas vraiment accès parce qu'il y a une franchise aussi dans tous les Le fameux 50 dont elle parlait. Exact. Ce qui peut paraître peu à bien des gens qui payent 150, mais quand tu es sur l'IVAC, que tu n'as pas beaucoup d'argent, 50 $, c'est 50 $ de trop. Ben, le salaire minimum, là, 90% du salaire net, là, j'estime ça environ à 900 $ aux 2 semaines. Ouais. C'est moins que dans le temps de la PCU ou de la PCRE. Là. Ah non, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Non, exact. C'est vraiment pas beaucoup. Je vais vous donner notre numéro de téléphone. Il y a des gens il y a beaucoup de monde qui nous texte avec des questions. 1-877-827-2346 pour nous joindre en studio pour me parler directement, poser des questions à notre avocate, Maître Mongeau. Il y a quelqu'un qui écrit « Si j'ai la rente à vie de l'IVAC », est-ce que vous expliquez un peu, Maître Mongeau, mais revenir là-dessus, est-ce que c'est la fin des prestations? Est-ce que ça me touche, moi, le fameux 3 ans? Est-ce que ça me touche, demande cette personne? Non, si votre lésion a été consolidée, là, si vous avez été reconnu avec des séquelles permanentes à long terme avant l'entrée en vigueur, donc vous recevez une incapacité partielle permanente, que ça s'appelle, mais à long terme, vous allez la recevoir vie durant. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Là. Ouais, à moins que c'était du salaire, là, ça c'est une autre histoire, mais dans ce que je comprends, non, elle n'aura pas de problème, cette dame-là. Il y a Linda qui dit, est-ce qu'il existe de l'aide gratuite pour m'aider avec l'IVAC? Parce que, visiblement, il y a des questions qui se posent. Je posais la question à Nadine, avez-vous été capable de leur parler et tout? Puis, visiblement, on entend là, que comme c'est pas forcément évident non plus de parler au gouvernement toujours et aux fonctionnaires. Est-ce qu'il y en a de cette aide-là? En principe, si je sors ma liste là, des organismes qui sont financés à coût de 40 millions... la liste est longue! Oui, la CAVAC, elle reçoit 33 millions. Peut-être aller voir la CAVAC. Mais moi, là, ce qui me frustre... Les CAVAC font quand même beaucoup de bien. Oui, ils font... Mais ils sont débordés. Je leur ai parlé il y a une couple de semaines. Ils répondent plus aux appels tellement il y a Ils répondent, mais ils répondent difficilement à la demande. Mais ils répondent aux besoins psychologiques, de soutien, mais ils répondent pas aux besoins juridiques. Ouais. Donc, actuellement, les seules options là, pour ces victimes-là, c'est d'aller voir à l'aide juridique ou moi puis Maître Bellemare là, qui se démènent comme le diable dans l'eau bénite pour aider ces gens-là. Ils peuvent vous appeler maintenant. Et on fait notre possible là, actuellement. Là. Ouais. On a également quelqu'un qui dit, tiens, un petit truc, fais-toi déclarer invalide puis mets-toi sur le BS. Est-ce que ça marche, ça? Ben, oui, effectivement. Ce stade-ci, c'est les victimes... Mais tu sais, l'idée, c'est de dire... C'est ce que je disais à Mario Dumont ce matin, là, parce qu'il y a bien des gens qui vont dire, oui, mais à un moment donné, on ne peut pas payer pour tout le monde. Tout le monde a des problèmes. Chacun ses problèmes. Évidemment, il y a des problèmes, je pense, plus graves que d'autres. Oui, c'est sûr. Hein, il y a des gens, là, je pense que c'est terrible. Le témoignage de Nadine, pour moi, c'est le summum de ce qui peut arriver dans la vie. Mais l'idée de dire, se faire déclarer invalide puis se ramasser sur le BS, je veux dire, le bien-être social, c'est pas l'aide sociale, c'est pas la panacée non plus. Là. Non plus, mais honnêtement, tout est partout. Ça reste quand même que c'est le gouvernement qui paye d'une place ou d'un autre, tandis que si on reste avec les victimes d'actes criminels, sont encadrés. Puis encore, là, on a le fonds dédié à l'aide des victimes, qu'on l'utilise pour les victimes, au lieu de payer plein de revenus puis de salaires de gens là, qui, actuellement, là, en toute honnêteté, là, sont où ces organismes-là qui sont supposés d'aider les victimes? Sont où? Il n'y a personne là, qui se montre au front pour dire « Ah ben oui, c'est épouvantable, ces victimes-là recevront plus d'argent à compter du mois d'octobre. » C'est vrai que c'est sorti là, depuis les derniers mois. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Parce que j'espère que ça va faire bouger un peu les choses. Je dois vous dire aussi qu'on voulait avoir une petite discussion. Il a demandé juste quelques minutes au ministre Simon Jolin Barrette. Il n'y a pas le temps ce matin. C'est un petit peu dommage. On comprend qu'il est très occupé. C'est le ministre de la Justice. Mais je trouve que c'est une belle occasion quand même de rassurer les victimes. Si vous dites là, que là, il y a un flou là, administratif, Maître Mongeau. En ce moment, il y en a qui disent on fait peut-être marche arrière en cachette, c'est ça, du côté du ministre? Parce que là, qu'est-ce qui se passe en fait? Là? Ce qui est arrivé, c'est qu'en février-mars, ces victimes-là ont reçu des lettres. Les victimes là, depuis longue date. C'est eux autres que je trouve qui sont les plus difficiles parce que les nouvelles victimes, malheureusement, ne reçoivent pas encore le couperet définitif du 3 ans. Là, donc, c'est à venir. Donc, il va y avoir d'autres personnes en situation difficile. Donc, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils ont été transférés. Ils ont reçu des lettres en février, mars, avril 2024. Et là, on leur disait les indemnités sont coupées au mois d'octobre 2024. Fait que tout l'été, là, le téléphone sonnait en panique. Puis même
même moi, j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant. Et là, les victimes ont commencé à m'appeler il y a 1 ou 2 semaines. Ils reçoivent des coups de téléphone de soir, de fin de semaine, pour les aviser qu'ils peuvent avoir accès à 2 autres programmes que je viens de comprendre comment ça fonctionne. Donc, les 2 programmes disent, on peut t'extensionner de 3 ans si tu as un lien avec l'employeur. Mais quand ça fait 10 ans que tu travailles plus, tu n'as plus de lien avec l'employeur. Ouais. Fait que, entre vous et moi, ce programme-là... Il sert pas à grand-chose. Non, exactement. Et l'autre programme, c'est si tu peux pas faire tes activités de vie quotidienne et tes activités de vie domestique. Là, tout d'un coup, toutes les victimes qui sont encore en incapacité au 13 octobre 2024 sont parachutées sur ce programme-là. Fait que la majorité vont avoir une extension de 3 ans. Mais moi, je reviendrai pas ici en 3 ans, là. C'est maintenant qu'on règle le problème. Parce qu'on fait juste pelleter dans le futur là, pour ces victimes-là. Parce que le 3 ans, 157 semaines commence maintenant pour eux. Fait que là, c'est ça qu'on dit. Hey, on peut-tu faire ça plus compliqué pour le fun? On noie le poisson pour être sûr que de pelleter dans le futur. C'est terrible. C'est vraiment compliqué. Absolument. Je trouve. C'est pas simple pour des gens qui ont vraiment d'autres choses à faire que d'essayer de se dépatrer dans des programmes gouvernementaux. On a quelqu'un qui est assez d'accord avec vous, Maître Mongeau, et qui en a profité pour écrire une lettre ouverte dans les pages opinion du Journal de Montréal aujourd'hui. C'est Maître Marc Bellemare, que vous connaissez bien, ancien ministre de la Justice du Québec, avocat des victimes. Vous disiez, Maître Mongeau, que parfois il fait pas l'unanimité parce qu'il se plaint. Merci d'être là, Maître Bellemare. Oui. Oui. Vous faites pas l'unanimité, mais vous continuez de vous battre pour les victimes. Oui, ben c'est ce qu'il faut, hein. Voilà. Vous avez écrit, Simon Jolin Barrette, nouveau ministre de l'indigence. Indigence, synonyme de pauvreté et tout dénuement, détresse, misère. Hein? Expliquez-moi ce que vous voulez dire. Exact. Ben, ce que je veux dire, c'est que le ministre va provoquer par sa réforme beaucoup de pauvreté, beaucoup d'indigence, beaucoup de difficultés financières chez les victimes. Écoutez, on a soulevé la question de la loi parce que depuis 2021, maintenant, c'est un délai de 3 ans maximum. Avant ça, il n'y avait pas de délai, Mme Maréchal. Alors, tant que l'incapacité durait, l'indemnité était versée, le remplacement de revenus aux 2 semaines. Et ça, c'est l'aspect le plus important de ces lois-là parce que on a beau offrir des services, on a beau offrir des traitements psychologiques. Ce qui est important, c'est l'indemnité, c'est la somme qui est versée à la victime à toutes les 2 semaines qui permet de payer sa subsistance, son épicerie, son logement. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que la nouvelle loi ne reconduit pas par rapport à l'ancienne. Et moi, je pense qu'on était bien mieux sous l'ancienne loi. Ça, c'est une question législative, mais je vous dirais de façon générale, vous l'avez souligné tantôt, l'IVAC, là, ça s'adresse à des victimes d'actes criminels. Ce sont des personnes qui ont été victimes de crimes contre la personne, des agressions sexuelles, inceste, invasion de domicile, tentative de meurtre, violence conjugale. Et on a créé un monstre, un système d'une complexité inouïe. Il y a très peu d'avocats au Québec qui s'y retrouvent. Les médecins sont tout mêlés et les victimes encore plus. Alors, pour un programme social qui visait à soutenir les personnes les plus pauvres de la société, ben, on a passé à côté. Ouais. En même temps, le ministre Jolin Barrette, à sa défense, dit on donne beaucoup plus d'argent, on indemnise beaucoup plus qu'à une certaine époque. Êtes-vous d'accord avec ça tout de même, Maître Bellemare? Non, je pense pas. Je pense que dans un premier temps, avec les indemnités forfaitaires, les montants qu'il va verser pour les séquelles permanentes, ça va peut-être coûter un peu plus cher pendant quelques années. Mais dans 5-6 ans, c'est pas vrai que ça va coûter plus cher. Parce que si on coupe toutes les victimes après 3 ans ou même 6 ans, victimes qui auraient été payées jusqu'à 50, 60, 70 ans ou jusqu'au décès, pour les victimes les plus gravement atteintes, j'entends, là, parce que la plupart des gens retournent travailler au bout de quelques mois, mais les gens qui arrêtent de travailler définitivement, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques milliers sur l'ensemble, mais ce sont les gens qu'il faut soutenir parce que ce sont les victimes les plus gravement atteintes. En même temps, pardon, ce que le ministre dit, c'est que, parce que vous l'accusez d'entêtement, finalement. Vous dites, c'est un net recul. Vous venez de nous expliquer pourquoi par rapport à l'ancienne loi. Puis vous dites, il s'entête. En même temps, dans sa tête à lui, Simon Jolin Barrette, il dit non, c'est pour le mieux. Alors, qui dit vrai ici, là? Non, mais c'est-à-dire qu'avant la réforme qui est adoptée en 2021, il y avait la plupart des actes criminels étaient considérés pour fin d'indemnisation. Il y a
fait en sorte, avec la nouvelle loi, que tous les actes criminels soient considérés. Mais c'est pas la majorité. Vous savez, déjà, tous les crimes de nature sexuelle, tous les crimes de violence étaient déjà contenus dans l'ancienne loi. Alors, il présente ça comme une grande réforme où il y a beaucoup plus de monde qui est indemnisé, mais je ne pense pas que ce soit le cas sur le terrain. Et vous savez que plutôt que de verser du remplacement de revenus, il a élargi l'accès aux psychologues. Alors, une personne, par exemple, qui est victime de crimes sexuels en bas âge, peut avoir accès à un psychologue, mais pas nécessairement au remplacement de revenus, surtout si elle n'a pas d'emploi au moment de l'agression, parce que les victimes d'actes criminels ne sont pas tous au travail lorsque l'accident survient. Contrairement aux accidentés du travail, ces gens-là, pour plusieurs, surtout les femmes, n'ont pas d'emploi au moment des agressions. Alors, il n'y a pas de remplacement de revenus qui est payé pour la plupart d'entre elles. Ouais. Alors, on paye des psychologues, mais bonne chance pour en trouver un, vous le savez, sur le terrain. Ah, ça, c'est très difficile d'obtenir des ressources. Ouais. Depuis la pandémie, tout le monde va chez le psychologue. Là. Alors, c'est sûr que pour les vraies victimes, là, ça devient compliqué d'être traité. Une porte-parole du ministre Simon Jolin Barrette disait au total, depuis l'entrée en vigueur de la réforme, plus de 31 000 personnes victimes ont reçu du soutien de l'IVAC. Comparativement, lors des 2 années qui ont précédé la réforme, c'était seulement 15 000 personnes victimes. Et ils ajoutent qu'en 2023, on a versé 320 millions de dollars en indemnisation, alors qu'en 2018, c'était presque 3 fois moins, c'était 120 millions. Donc, il y a 200 millions de plus depuis les 5 dernières années qui ont été versés aux victimes. Oui, mais ça dépend de ce qu'on considère. Là. C'est certainement pas le remplacement de revenus qui a augmenté parce que à partir de maintenant, à partir du 14 octobre, il y a des milliers de victimes qui vont perdre ce remplacement de revenus-là. Alors, on verra bien pour 2025, 2026, 2027 sur à quoi ça va représenter. Il faut faire attention aussi, les montants qui sont cités par le ministre souvent incluent tous les salaires des fonctionnaires, les CAVAC, les associations dont Maître Mongeon parlait tantôt, qui reçoivent 40 millions par année. Puis le ministre, il met tout ça dans le même plat là, en disant ben ça coûte cher l'IVAC. C'est vrai que ça coûte cher, mais c'est pas toujours des prestations qui sont destinées aux victimes directement et qui vont leur permettre de payer les dépenses essentielles. Il y a beaucoup de sommes là-dedans qui sont dans la machine et non pas dans les prestations qui sont versées directement aux principales intéressées, aux victimes. Qu'est-ce que vous dites à des gens qui disent, finalement, là, l'IVAC a leur raison, on les pousse pas assez, ces gens-là, à aller au travail? On pourrait, à ce moment-là, si on a le même raisonnement, on devrait le faire pour les victimes de la route puis les victimes du travail, parce que les victimes de la route, les victimes du travail sont payées jusqu'à 68 ans lorsque l'incapacité l'oblige. C'est pas tout le monde qui est payé jusqu'à 68 ans, mais les lois d'indemnisation au Québec, la principale, c'est la loi sur les accidents du travail, des maladies professionnelles, qui prévoit des prestations jusqu'à 68 ans. Alors, si tu es blessé au travail à 30 ans gravement, paraplégique, tu ne retourneras jamais travailler, tu vas être indemnisé jusqu'à 68 ans. Alors, pourquoi, si tu es blessé au travail, tu vas avoir un meilleur sort, une prestation payée pendant plus longtemps, alors que si tu es victime de la route, un automobile, tu vas être payé également au moins jusqu'à 68 ans, et victime d'actes criminels, c'est 3 ans. Alors, où est-ce qu'on a trouvé ce délai de 3 ans? Voilà, c'est ça. Que représente-t-il? Et pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 15? Voilà. Il n'y a aucun régime d'assurance privée, aucun régime d'assurance publique qui introduit un tel délai, Mme Maréchal. C'est la première fois dans l'histoire du Québec que ça se fait. Et ce n'est pas rationnel, ça ne s'appuie pas sur des données scientifiques. Et je pense que minimalement, on pourrait exiger la parité avec les autres régimes publics. Tous les Québécois méritent d'être traités de la même manière, peu importe qu'ils aient été victimes d'un acte criminel, d'un accident de travail ou d'un accident d'auto, mais c'est pas le cas avec ça. On a un recul majeur pour les victimes d'actes criminels et c'est elles qu'il faut défendre là-dedans. Merci beaucoup, Maître Marc Bellemare. Les gens peuvent aller lire votre lettre ouverte dans les pages Opinion du Journal de Montréal aujourd'hui. On va s'arrêter ici. Très, très courte pause. On va poursuivre et après la pause, je vous invite vraiment à rester à l'écoute. On va parler à Marie-Hélène, qui est la maman d'Émilie, qui avait 18 mois quand elle a été assassinée par son père dans une tragédie comme on peut même pas s'imaginer. C'était il y a 2005 et Marie-Hélène va nous dire à quel point encore aujourd'hui ce deuil-là est une plaie ouverte pour elle. Et on est toujours, bien sûr, avec Maître Sophie Mongeau, avocate en droit du travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre. Vous connaissez notre numéro 1-877-827-2346, isabelle@cube.ca. Je vous reviens tout de suite.
Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Il y a Gilles qui m'écrit, je crois que tous les cas d'IVAC devraient être évalués soit par des psychologues, soit par des médecins selon le cas. Certaines personnes, certaines victimes sont peut-être plus fortes que d'autres et récupèrent plus vite. Donc, évaluer les gens de façon plus personnalisée plutôt que d'imposer un délai de 3 ans puis après, merci, bye. Évidemment, on parle de cette réforme de l'IVAC. L'IVAC est ce régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Je vous rappelle que c'est surtout des femmes, à presque 80% qui sont touchées par ça. Et je suis avec Maître Sophie Mongeon, avocate en droit du travail. Vous me disiez, Maître Mongeon, ça touche beaucoup de gens quand même, l'IVAC, là. Bien, selon le protecteur du citoyen, on estime environ 5 000 personnes. Là, d'ailleurs, le nouveau rapport du protecteur du citoyen, qui est la police des organismes gouvernementaux, va sortir son nouveau rapport le 19 septembre. J'ai bien hâte de lire, parce que dans celui précédent, l'IVAC était considéré comme le deuxième organisme ayant le plus de plaintes. Là. Le premier étant lequel? Bien, écoutez, j'ai un blanc de mémoire là-dessus. OK. On s'en reparlera. Oui, d'accord. 1-877-827-2346 pour poser des questions à Maître Mongeon, justement, si vous en avez, ou pour nous faire part de vos commentaires. Je vais vous présenter tout de suite Marie-Hélène. Marie-Hélène, c'était la mère d'Émilie, qui avait 18 mois, au moment où son conjoint, le père donc d'Émilie, lui a enlevé la vie de façon on ne peut plus radicale et affreuse. Merci de nous parler, Marie-Hélène. Bonjour. Vous avez entendu le témoignage tout à l'heure de Nadine. Comment vous vivez toute cette réforme de l'IVAC de votre côté? Ben, moi, ça m'affecte pas dans le sens que je suis déjà en incapacité permanente depuis 10 ans à peu près. C'est Maître Bellemare qui avait plaidé pour moi au tribunal administratif et j'ai réussi à avoir une indemnité permanente. Mais ce qui me dérange dans tout ça, c'est que j'ai des frères et des sœurs un petit peu partout, hein. On se le cachera pas, là. Puis ça me trouble beaucoup de les savoir en détresse comme ça. Ouais, des frères et des sœurs des victimes, là. Vous voulez dire, on est tous Ben frères oui, et sœurs dans nos drames. Oui. C'est ça, ouais. Et c'est pour ça que vous vouliez parler ce matin. Vous voulez parler au nom des femmes et des hommes qui ont vécu un drame comme le vôtre. C'est ce fameux 3 ans qu'on donne maintenant maximum pour guérir. On guérit jamais, Isabelle. On guérit jamais de ça, là. C'était épouvantable parce que moi, tu sais, 2-3 ans après le drame avec Émilie, je me suis retrouvée en psychiatrie et j'ai fait 3 mois. Donc, c'est pas vrai qu'après 3 ans, tu peux refaire ta vie comme monsieur et madame tout le monde. C'est sûr. À l'époque, Marie-Hélène, vous aviez 21 ans, vous étiez étudiante en soins infirmiers. Exact. Racontez-moi la situation à ce moment-là. Comment ça se passait, vous voulez dire? Oui. OK. C'est ça. J'étais étudiante en infirmier parce que je vivais de la violence conjugale avec mon ancien conjoint. Qui était le père d'Émilie, c'est ça? Oui, exact. Donc, il fallait que je me déplace. Hein? Il fallait que je fasse des stages. Des fois, c'était de soir, des fois, c'était de jour. Il fallait que j'aille à mes cours. Que je fasse des techniques. Des fois, je pouvais apporter Émilie, mais des fois, je ne peux pas l'apporter. Fait que vous n'aviez pas le choix de laisser votre bébé dans les mains de son père, même si son père était violent avec vous. Oui. Voilà, c'est ça. Ce qui arrive Il n'y a pas juste ça. Il venait cogner partout où c'est que j'étais. Il vous suivait partout. Ouais. Partout. Ouais. Même la cour, vous avez dit de partir avec votre bébé pendant 2 semaines. Oui. Exactement. Ça, pour obtenir une sauvegarde qu'on appelle. Ouais. Même la cour voyait qu'il était violent, puis la cour vous a dit, vous êtes peut-être mieux de partir avec votre bébé, madame, pendant 2 semaines jusqu'à temps qu'il y ait le procès. Et quand vous êtes revenu, il vous attendait chez vous? Oui. Non, c'est quelque chose. Ouais. Et cette fameuse journée, je pense qu'il vous a appelé, puis il vous a dit, viens donc nous rejoindre. Il m'a appelé, c'était, je me rappelle très bien de la journée, il m'a appelé dans la journée même que ça s'est passé, le 17 décembre 2005.
il m'a appelé de 9 heures, il m'a parlé jusqu'à 11 heures pour me convaincre de me rendre chez lui. Et j'ai dit, Amy adore. Elle en a assez eu de chicane, elle en a assez eu de cris, elle avait assez d'affaires déjà à 18 mois. Là. On va laisser dormir, puis on s'en reparlera une autre fois. Elle dormait chez lui, là. Oui, Ouais. parce que j'ai pas le choix, moi. Moi, j'ai pas le choix. Si la cour m'ordonne d'envoyer mon enfant là, Ouais. si je le fais pas, Là, c'est vous qui aurez Mais été à c'est- défaut, tout à fait. ben oui, c'est ça. C'est moi, là. Tu sais, la police, elle serait venue m'arrêter moi, là. Fait que là, il vous a dit, si tu viens pas, tu vas le regretter? Oui, exactement. Il m'a laissé une belle lettre en plus, puis si tu reviens pas, tu vas la regretter, puis il a raccroché. On a raccroché, c'était peut-être 11h, 11h05, je me rappelle plus, là, dans ces eaux-là. Puis le coroner a dit qu'à 11h11, son cœur a arrêté de battre. Il a pris un dos, puis il l'a tiré à bout portant. C'est Ça épouvantable. bébé de 18 mois, ça pardonne pas, là. Fait que vous avez été déclaré victime à vie par l'IVAC, puis on comprend. Ben non, mais tu sais, ça a pris du temps, là, Ouais. ça a pris Ah 10 oui, en ans. plus? Avant ça, j'étais sur l'aide sociale, là. Ça a Je pouvais pris pas, 10 ans? Oui. J'ai été reconnue victime permanente à partir de 2014. J'ai papier ici. Oh, c'est mon trop, Dieu. là. Parce que après la perte d'Émilie, on vous reconnaissait pas comme victime? Non, parce que je n'étais pas sur les lieux de l'événement. Si vous aviez été sur les lieux, Marie-Hélène, je pense que vous seriez pas ici pour nous parler. Ben non, je serais pas là. Non, effectivement. Permettez-moi, restez avec moi. Permettez-moi Oui. de me tourner vers Maître Mongeon. Des histoires comme ça, là, c'est qu'en plus de tout ce qu'on dit, là, est-ce qu'il faut encore que les victimes se battent devant l'IVAC pour dire, ben oui, je suis une victime, puis là, l'IVAC dit, non, vous n'êtes pas assez une victime à nos yeux. Il y a encore des cas comme ça, Maître Mongeon? Non, plus maintenant. Donc, les J'espère, victimes parce que- indirectes, avec l'histoire de, malheureusement, de Guy Turcotte, tout Ouais, ça, là. ça a tout été réglé, oui, ça ça. a été OK. réglé. Donc, toutes Bon. les personnes qui sont, parce que dans le fond, la personne qui est vraiment la victime, c'est elle. Ben oui. Il voulait la faire réagir. Alors, au départ, c'est l'enfant qui était considéré comme une victime. Mais maintenant, les victimes indirectes comme ça sont reconnues par l'IVAC. Donc, On c'est a pour ça quand que ça même a pris tant de avancé temps. un Oui, peu, oui, là. quand même, là. Mais on entend dans la voix de Marie-Hélène, que je veux dire, puis dans son témoignage, c'est clair que c'est terrible. On se remet pas de ça, là. Mais non, mais moi, je note deux choses de son témoignage. Premièrement, les victimes de violences conjugales, à moins qu'il y ait un décès comme ça, sont des victimes perpétuelles. Voyez-vous, elle avait le partage de l'autorité parentale avec cet individu-là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça aurait duré des années et des années là, de téléphone, d'intimidation et d'harcèlement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est le 3 ans, à ce point-là, ça n'a pas de sens quand tu partages l'autorité parentale. Ça, c'est le premier point que je constate. Puis le deuxième point, c'est quelle inéquité entre les victimes. Parce que vous savez, elle, son dossier a été comme un peu réglé avant l'entrée en vigueur. Donc, elle a une rente permanente. Tandis que ceux qui étaient vraiment en incapacité totale, encore en gros traitement, n'ont pas eu l'opportunité de prévoir leur dossier puis dire maintenant je suis permanente. C'est une grosse lacune. Je pense qu'on aurait dû dire à ces anciennes victimes-là, il va y avoir un changement de loi, vous allez être parachutés là-dedans si vous voulez régler votre dossier avant, donc donner l'opportunité d'éviter qu'ils retrouvent sur le niveau pour qu'ils organisent leur flûte en conséquence. Là. Ça aussi, fait que là, en même temps... Il y a comme une injustice. Ben oui, Ouais. l'inéquité entre les Il victimes. y a deux sortes de victimes ici, là, finalement, pour l'IVAC. Il y en a 3. Ouais. Tu as les anciennes victimes qui ont eu le temps de régler leur dossier, qui vont recevoir une rente à vie. Tu as ceux qui n'ont pas eu le temps de régler leur dossier, qui vont être coupés en 2024 ou d'ici 3 ans. Et les nouvelles victimes de violences conjugales ou autres, qui vont être maximisées à 157 semaines. Marie-Hélène, en plus, Oui. vous le dites, là, c'est pas tant pour moi que je témoigne, mais pour toutes les Non. autres, ouais, toutes les autres personnes que vous Exactement. connaissez. Moi, je témoigne pour mes frères puis mes sœurs d'armes. J'aime les appeler comme ça parce que c'est vraiment une grosse machine, l'IVAC. Hein? Oui. Ouais. Et je trouve ça pertinent. T'sais, moi, oui, c'est sûr, ça m'atteint pas, mais ça aurait pu arriver. Ouais. Donc, moi, quand j'entends mon amie Nadine, là, puis que je le sais, là, puis tu sais, j'essaie de l'aider, mais je suis déjà précaire dans ma situation. Ben, j'allais vous poser la question. Aujourd'hui, Marie-Hélène, comment ça va, vous? Comment vous avez pu vous rebâtir un peu? Oh, là, vous me donnez des frissons. Vous nous en donnez aussi.
moi, ça fait quasiment 19 ans que je suis avec mon conjoint actuel. Mon plus vieux a 8 ans. Puis mon bébé a 6 ans. Fait que j'ai refait ma vie. Mais refaire sa vie, Ouais, c'est pas la même vie d'avant. Là. c'est sûr. Moi, je dis tout le temps, tu sais, moi, j'ai écrit un livre avec Émilie, puis la page, elle va rester là. Comprenez-vous ce que je vous dis? Ouais. Et j'ai commencé un nouveau livre. Mais je regarde tout le temps à l'ancienne. C'est sûr. C'est une question d'équilibre. Mais moi, Émilie, étant donné qu'elle a été assassinée le 17 décembre 2005, moi, quand je fais mon arbre de Noël, puis j'emballe les cadeaux, là, c'est difficile. Là. Mais ça prend la magie. Fait que c'est les lutins, c'est les cadeaux, c'est les... C'est sûr. Marie-Hélène, merci infiniment de votre témoignage. On pense à votre petite Émilie, on pense à vos enfants d'aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de témoigner. C'est vraiment très, très altruiste de témoigner, non pas pour soi, mais pour les autres, pour faire avancer un dossier. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis je vous serre dans mes bras. Vraiment, on compatit avec votre peine, Marie-Hélène. Merci beaucoup. Isabelle, de m'avoir donné la parole. Merci. Maître Mongeon, je vous donne le mot de la fin. Moi, je suis un peu perturbée. Vous savez, c'est mon Les affaires de quotidien. À un violence certain moment familiale donné, comme ça, je trouve ça épouvantable. Mais c'est mon quotidien. À un certain moment donné, je m'immunise à ça pour pouvoir dire si je veux avoir une voix Est-ce qu'on forte. s'immunise? Bof. Non. J'ai appris à faire une coupure, là, mais bref, comme qu'elle dit, c'est bien important de se mobiliser. C'est pour ça qu'on a créé le groupe Facebook Les victimes abandonnées par l'IVAC. Ah, il y a un groupe Facebook. Oui, il y a un groupe Facebook parce que vous savez, j'ai des victimes, eux, qui changent de nom régulièrement parce qu'ils sont suivis, donc ils ont des pseudonymes. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce groupe-là pour essayer de mobiliser les gens pour plus qu'ils se sentent seuls, donc pour appuyer justement leurs frères et sœurs, comme qu'ils disent si bien, puis leurs victimes. Donc, c'est le groupe, je vous invite à aller le suivre là, pour qu'on puisse continuer la mobilisation. Parce que, comme je vous disais tantôt, moi et Maître Bellemare, on ne recommencera pas ça dans 3 ans. C'est maintenant qu'on l'ajuste. Et vous voulez, en fait, que le ministre Jolin Barrette revienne sur le 3 ans? Je veux qu'il fasse ce qu'il aurait dû faire la première fois, c'est-à-dire faire la loi sur le même modèle que la LATMP, les accidents de travail et la Société d'assurance automobile. Ça aurait été une solution parfaite. Donc, c'est une petite correction, finalement, à faire qui ne prendrait pas trop de temps. Là. Non, exact. Les lois sont déjà là. Il suffit de les harmoniser. Voilà. Merci beaucoup, Maître Sophie Mongeon, avocate en droit du travail. On va s'arrêter ici, mais on vient tout de suite après avec Isabelle.